La radio des Français dans le monde présente le dossier spécial Les ados et l'expatriation, parrainé par Expat Students, le spécialiste des candidatures pour les universités au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. Et je profite du réseau des experts d'Expat Pro pour pouvoir, sur différents thèmes, aborder ce fabuleux dossier sur les ados et l'expatriation. Direction Munich, on part en Allemagne, retrouver Domitia Delaporte, 25 ans d'expérience à son rôle d'orthophoniste. Aujourd'hui orthophoniste en ligne, où que vous soyez, elle est à votre disposition et elle est à la mienne pendant 10 minutes. Bonjour Domi. Bonjour Gauthier. Content de te retrouver, est-ce que tu vas bien ? Eh ben écoute, je commence 2025 en beauté avec toi. Ah ben c'est gentil. C'est chouette. On va parler de ce sujet du multilinguisme. Alors en quoi, dans cette thématique avec les ados, le multilinguisme a des atouts et en quoi ça peut être gênant ? Alors j'ai envie de te dire, les atouts et est-ce que c'est gênant ? C'est pas tellement comme ça que moi je verrais la question. C'est-à-dire qu'en fait, quand on part en expatriation, très souvent, c'est les parents qui décident de l'expatriation professionnelle la plupart du temps, ou parce qu'ils ont une envie de découvrir le monde, et l'enfant est un suiveur. Donc l'expatriation est le multilinguisme est une conséquence de l'expatriation. C'est-à-dire que sauf si on s'expatrie dans un pays francophone, je pense à ceux qui s'expatrient en Belgique, en Suisse, etc. Bon, il n'y a pas cette problématique de langue. Mais si on s'expatrie dans un pays dont la langue n'est pas la même que le français, et ben du coup, on ne le choisit pas en fait, on le subit. On le subit. On décide que c'est une expérience et un challenge familial qu'on va dépasser, qu'on va surmonter. Donc je pense que l'adolescent, si c'est pour répondre à ta question, très souvent il est suiveur en fait dans ce parcours de multilinguisme. Soit il est déjà multilingue avant de partir, ce qui est l'idéal parce que du coup c'est plus simple, soit il est franco-français et puis il devient bilingue ou plurilingue au cours de son parcours d'expatriation et scolaire et au fil de sa vie en fait, tout simplement. Est-ce qu'on est tous égaux et donc est-ce que les ados sont tous égaux face au multilinguisme ? Oui et non. Oui et non, je te dirais oui parce que à QI équivalent, on va dire, tous les cerveaux sont capables d'être connectés à des langues, mais on sait bien qu'il n'y a pas qu'une question d'intelligence cognitive, on va dire. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Il y a aussi un ado qui est bien de ses baskets, qui a envie de communiquer, qui est bien soutenu par l'école, qui a des copains, etc. Aura le besoin et l'envie de s'exprimer beaucoup plus rapidement qu'un ado qui va pas super bien et qui est pas forcément qui trouve pas sa place dans la fratrie ou qui est en opposition avec ses parents. Il y a tout un tas de facteurs, on peut pas parler de tout ça en 10 minutes, mais je dirais qu'a priori, tous les cerveaux, même, il y a des études qui ont été faites sur des enfants porteurs de trisomie 21, par exemple, des enfants handicapés mentaux. Tout enfant est capable de devenir plurilingue à hauteur de ses possibilités langagières. Donc ça, c'est pas un souci. Alors, dans le créneau qu'on a fixé les 10-18 ans, tu as identifié plutôt une première partie, 13, 16, et ensuite il y a la puberté et donc les ados qui sont plus proches de l'âge adulte. Tu sens une différence avec ces deux publics ? Oui, je te dirais, là, on est sur des grandes généralités, si tu veux. Si on prend les adolescents, les teenagers, comme on dit en anglais, c'est une période qui s'étale entre 13 et 19 ans. Alors, c'est sûr qu'entre 13 et 15-16 ans, très souvent, c'est encore des grands enfants. La puberté, elle est pas au même âge pour tout le monde, entre les filles et les garçons, et puis même, intersexe, c'est pas toujours au même âge. Et puis, à partir de 18 ans, légalement, en tout cas en France, on est considéré comme adulte. Donc, je te dirais que l'expatriation, en fait, on choisit pas toujours parce que très souvent, à moins d'avoir un enfant unique, quand on a une fratrie, très souvent la famille s'expatrie quand le moment professionnel est arrivé ou quand la proposition se profile, on va dire. Et puis, on fait un peu au fil de l'eau en fonction de comment ça va. Mais je te dirais que entre 13 et 16 ans, ça peut être parfois un peu plus compliqué parce que l'enfant est encore dans une période un peu charnière où son identité n'est pas encore très construite, il est encore très dépendant de ses parents. La communication, c'est pas forcément leur fort, notamment dans l'expression des émotions. Donc il y a plus volontiers des portes qui claquent que des grands dialogues. Et très souvent chez un enfant, quand la puberté est bien passée et mise en place, je dirais après 16, 17, 18 ans, là on arrive plus sur une discussion de grands adultes. Et ils sont un peu moins adolescents,
et ils deviennent un peu plus adorables. Ah ben, ils vont adorer. Voilà, c'est ce que je dis souvent. Tu constates qu'avec le public expat que tu as, que les parents sont plus stressés que les autres? Alors, j'ai du mal à te dire. Je te dirais que les parents de nos jours sont assez stressés parce qu'il y a toutes les injonctions sociales des réseaux sociaux. Il faudrait être le parent parfait, bien cuisiner, faire du sport, etc., etc. Et en éducation plurilingue, il y a tout un tas d'informations. Donc, moi, ce que je vois en accompagnement parental, alors ceux qui viennent me voir très souvent sont un peu stressés parce que soit ils sont envoyés par l'école et donc ils se disent qu'il y a un problème qui a déjà été prédiagnostiqué, on va dire. Soit ils sont stressés parce qu'en fait, ils sont isolés, ils sont loin. Il n'y a pas toujours le cercle social de la famille, la belle famille, les copains, le médecin traitant qui vous connaît depuis longtemps. Quand on vient d'arriver, on est un peu submergé par plein de choses. Et puis, bah voilà, c'est parfois il y a des mamans qui se retrouvent un peu seules aussi parce que le conjoint voyage. Enfin, je dis des mamans, mais des papas aussi. Donc voilà. Donc moi, je ressens beaucoup de stress et parfois d'angoisse même en fait chez les parents. Et c'est avec ça que j'ai envie de travailler parce que je pense que quand l'angoisse et le stress du parent descend, tout de suite, l'adolescent, il y a une porte d'un dialogue, hein, ça c'est sûr et certain. Alors justement, on a peut-être quelques conseils à prodiguer à ses parents pour qu'ils se détendent un peu sur le sujet. Tout va bien se passer. Tout devrait bien se passer. On peut pas être prédictif. Évidemment, il peut y avoir des problèmes. On va pas leur vendre des coups de baguette magique, mais je pense que face à chaque problème de langage, il y a très souvent une solution. Je fais pas de la pub pour mes séances d'orthophonie, mais je veux dire, il y a des cours de français, il y a des psychologues, il y a des cours de sport. Enfin, il y a très souvent des solutions. Et un enfant qui s'isole et qui ne parle pas, il y a quand même des clés et des choses à mettre en place pour pouvoir le sortir de son trou, entre guillemets. Et en fait, pour en venir au sujet du multilinguisme, c'est vrai qu'on parle toujours des langues qui sont vivantes. Donc, quand un enfant arrive à l'étranger, tout l'art, entre guillemets, c'est d'avoir suffisamment d'activité et de temps passé dans sa langue dite maternelle, donc dans sa langue de cœur, sa langue de confort. Ça peut être des contacts téléphoniques qu'il maintient avec ses copains d'avant, etc., etc. Mais transitionner gentiment vers la nouvelle langue du pays d'expatriation. Ça peut être via des activités sportives, ça peut être via la télé, pourquoi pas les réseaux sociaux. Enfin, voilà, tout l'art, c'est de maintenir un équilibre et de nourrir ces langues, en fait, parce qu'une langue n'évolue et ne progresse que quand on la nourrit. C'est pour ça qu'on parle de langue vivante. Est-ce que toi, quand tu débutes l'aventure avec un nouvel ado, ton premier métier, c'est déjà de voir pourquoi ça coince? Il y a souvent une raison précise qui fasse qu'il ne veuille pas parler. Ouais, il y a un truc. Alors, j'adore travailler avec les ados, faut le savoir. Enfin, j'adore travailler avec tout âge, on va dire, même l'émergence du langage chez les petits et tout. Mais vraiment, les ados, c'est un âge qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, quand un ado arrive, on fait comme avec chaque patient, hein, on fait ce qu'on appelle une consultation d'anamnèse, c'est-à-dire qu'on voit depuis combien de temps ce trouble existe, qui réfère l'enfant, sa place dans la fratrie, plein d'autres éléments qui peuvent aussi nous donner une grille de lecture sur comment l'enfant vit, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il mange bien, quelle est sa personnalité au sein de la famille, comment il se développe socialement avec les copains, est-ce qu'il fait du sport, voilà, tout un tas de questions. Et en général, l'ado est bien évidemment présent pendant la session, sauf si les parents ne le souhaitent pas, et ça arrive dans certains cas parce que il y a des ados parfois qui ont des pensées suicidaires ou des choses que les parents voudraient évoquer pas devant l'ado en question, et ça je respecte et je le comprends bien évidemment. Mais très souvent l'ado est présent dans la consultation. Et puis ça arrive parfois que l'ado et ou le parent se mettent à pleurer parce que justement je peux poser la question de savoir comment s'est passée l'arrivée dans le pays, par exemple. Et pour certains ça a été très difficile parce que il y en a qui ont perdu leur copine au passage, il y en a qui ont dû arrêter une activité sportive parce qu'elle se pratique pas dans la ville où ils habitent, il y en a qui détestent la nourriture de leur nouveau pays d'accueil. Enfin, et puis les ados sont pas toujours très rationnels. C'est-à-dire que parfois, il y a quelque chose qui paraît petit aux yeux d'un adulte et qui, en fait, est très grand aux yeux d'un ado. Je pense à une adolescente qui avait jamais réussi à dire à sa mère que ce qui était insupportable pour elle, c'est d'avoir laissé leur chien chez la grand-mère parce que le chien n'avait pas pu faire la quarantaine et venir dans leur pays d'expatriation. C'était trop compliqué et trop cher. Et en fait, elle avait du mal à s'intégrer parce qu'on avait laissé le chien chez la mamie.
Et en fait, elle ne l'avait jamais dit, sauf devant moi, parce que la question est arrivée sur le tapis. Et en fait, c'était une belle séance parce qu'elle a pleuré. Et du coup, la mère a pris confiance. La mère a pleuré aussi. Et elles se sont rejointes sur un terrain qui était tout simple, mais qui a permis d'ouvrir beaucoup de portes derrière. Donc moi, je travaille vraiment main dans la main avec les parents, avec l'accord évidemment et le consentement des ados, parce que c'est sûr qu'après 18 ans, on ne peut le faire qu'avec le consentement de l'ado, enfin de l'adulte du coup. Mais voilà, c'est très rare que les enfants me disent non, tu parles pas avec ma maman ou avec mon papa. Enfin, ça arrive assez peu quand même. Dominique, tu voulais faire une différence entre le plurilinguisme actif et le plurilinguisme passif. Mais oui, parce que ça, c'est un peu du jargon orthophonique, mais en fait, il y a une différence entre comprendre une langue et s'exprimer dans cette langue. Et parfois, j'ai des parents qui me disent, après 6 mois ou 1 an dans un nouveau pays, mon enfant, il parle pas encore l'anglais ou l'allemand ou peu importe la langue. Et je leur dis, mais ok, il parle peut-être pas encore parce qu'il ne s'exprime pas, mais qu'est-ce qu'il en comprend, en fait? Parce que parfois, et là, je prends mon cas personnel, j'habite en Allemagne depuis quelques années, je parle très mal allemand, mais pour autant, je comprends quasiment tout. Et en fait, quand on me parle, du coup, je réponds en anglais, ce qui est imparfait, mais ce qui est fonctionnel. Et je pense que finalement, il y a des ados qui peut-être à cause de leur personnalité, parce qu'ils sont très perfectionnistes, ils n'osent peut-être pas trop parler tant qu'ils vont faire des erreurs grammaticales ou qu'ils sont pas sûrs d'avoir le bon mot de vocabulaire, etc. Mais pour autant, ils comprennent. Et je réalise que dans l'imaginaire des parents, en fait, un enfant qui est bilingue, c'est un enfant qui parle. Et bon, en fait, il y a aussi des bilingues déjà passifs, c'est-à-dire un enfant qui comprend et qui ensuite arrive à baragouiner soit en anglais, soit dans sa langue native ou avec des gestes et tout. Et du coup, ça ne brise pas la communication. Et ça, c'est important de comprendre la différence. Moi, j'ai toujours été très nul dans les langues étrangères, mais c'est toujours moi qui ai mené les groupes parce que facilement... voilà, on parle avec les mains, on fait un mélange de français, d'anglais, d'allemand, on fait ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de se faire comprendre au final. Exactement, mais tu le dis très bien et moi j'ai la chance de te voir puisqu'on est en visio tous les deux, mais tu parles avec les mains et c'est beau les gens qui parlent avec les mains. Moi aussi je parle beaucoup avec les mains d'habitude et comme tu dis tu mènes un groupe, mais qu'est-ce qui fait en fait le langage? C'est pas juste les mots qui sortent de la bouche, c'est l'énergie de quelqu'un. Ça passe par le regard, ça passe par le sourire, c'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai énormément de rides pour mon âge et finalement, je me dis, mais c'est parce que je souris énormément, je suis très expressive et comme ça fait 25 ans que je vis à l'étranger, j'ai besoin pour désamorcer des malaises et des malentendus et des situations, j'ai besoin d'être très expressive. Et donc, je montre mon étonnement, je montre ma joie, je montre vraiment. Et du coup, quelque part, ça me permet de vivre bien avec mes rides parce qu'elles ont une histoire. Au final, par rapport à ce que tu m'expliques, c'est souvent un caillou qui vient se mettre dans la machine. Est-ce que ton rôle, toi, c'est pas de trouver justement où se trouve ce caillou pour que tout se remette en marche? Ouais. Alors, moi, je suis pas psychologue, donc je cherche pas forcément. Alors, je pose beaucoup de questions sur l'enfance de l'enfant, l'expatriation, sa vie quotidienne, etc. Pour bien se connaître, en fait, tout simplement. Et comme je suis en visio, je suis chez les gens. Donc, en fait, contrairement aux idées reçues, j'ai accès à beaucoup plus de choses. Déjà, très souvent, je vois les deux parents parce que c'est plus simple à la maison. Je vois sa chambre, je vois sa cuisine. Enfin, parfois, quand ça fait plusieurs séances que je travaille avec un enfant, je le connais bien quand même. Et je cherche pas spécialement d'où vient le trouble, d'où vient le problème, même si ça nous donne des indications. Je suis plus dans une démarche de OK, le problème il est là, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait pour le futur? Ça, c'est certainement ma personnalité aussi. Et en ce sens, je suis peut-être un peu plus coach, j'en sais rien, mais ça m'intéresse de voir où est le problème et quel est le plan d'action, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qui va être mesurable aussi dans le temps et comment on va faire pour que ça soit un peu moins un problème ou que ça reste un problème mais un peu plus léger. Plus léger pour l'enfant, l'adolescent, et pour sa famille et du coup pour tout le monde autour parce que un problème qui devient plus léger, c'est plus léger pour les profs aussi, tout le monde en ressent les bénéfices, ça c'est certain. Et ma dernière question, avec tes 25 ans d'expérience, est-ce que, in fine, on se rend compte que les enfants qui vivent ce plurilinguisme sortent de là avec des bagages bien plus riches, bien plus lourds, bien plus étoffés, bien plus utiles pour le reste de leur vie? Oh, écoute, moi, je classifie pas les ados, les enfants et les gens de manière générale. Je pense que chaque vie est très riche, mais ce que je constate, parce que c'est ma vie à moi, c'est que ça fait 25 ans qu'on est expatriés, on est riche des rencontres,
on est riche des conversations, on est riche des plats qu'on a goûtés, on est riche des paysages qu'on a vus, on est riche de... C'est très sensoriel en fait, tout ce qu'on vit en expatriation. Je crois qu'il y a un proverbe qui dit on ne visite bien un pays qu'en le goûtant, en le voyant, en le touchant, en le humant. Et en fait, quand on vit quelque part, on ne voyage pas en fait, on n'est pas en vacances, on est en train de vivre une vie. Donc c'est ça en fait, un ado expatrié, il change souvent d'école, il change souvent de copains. Si c'est pas lui qui part, c'est les autres qui partent autour. Donc en fait, c'est ça la richesse et en même temps la vulnérabilité, parce que du coup parfois il manque de racines. Mais bon, voilà, ça c'est l'épisode 2 peut-être. En tout cas, si vous avez besoin d'un orthophoniste pour votre ado, alors que vous êtes en expatriation, le lien pour contacter Domitia est présent dans ce podcast pour arriver sur ton site domidelaporte.com. Merci pour cet éclairage. Et je te souhaite un bon début d'année en Allemagne. Du coup, on dit comment bonne année en allemand ? Je devrais savoir. Je ne sais même pas, je vais te dire. J'étais pas en Allemagne en plus pour les fêtes. Je sais même pas. Moi, je fais la bise à tout le monde, des hugs dans tous les sens. Et ça vaut pour... ça vaut. Eh ben, Guten Nacht alors maintenant. Guten Nacht, ja, Guten Abend. Les ados et l'expatriation, en partenariat avec les experts du réseau Expat Pro. Dossier parrainé par Expat Student, le spécialiste des candidatures pour les universités au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. expatstudent.fr